Bonjour, merci de nous retrouver sur Télésud pour un nouveau chapitre des mots et débats. L'auteur que je reçois est anthropologue, économiste, il est franco-sénégalais. Je vous présente Tidiane Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Bien, bien. Bien. Alors, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Vous êtes membre du jury aussi du prix littéraire La Mamounia. Alors, La longue marche des peuples noirs, éditions Public Book. Passion créole, aussi les éditions Public Book. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'empire de Chaka Zulu, chez l'Harmattan. Il y a aussi aux éditions Gallimard, Le génocide voilé. Par-delà les ténèbres blanches. Voilà. Et puis là, il y a le petit dernier qui est sorti au mois de mai. Ça s'appelle Le jaune et le noir. Voilà, aux éditions Gallimard, collection Continent Noir. Et je vous propose, Tidiane Ndiaye, de commencer le face-à-face. Je vous en prie. Tidiane Ndiaye, l'Afrique, vous dites, l'Afrique qui hier était pour les Chinois le continent qui n'existe pas, est devenu l'un des plus importants partenaires de l'Empire du Milieu. L'Empire du Milieu, ça veut dire la Chine. Mais si alors la Chine s'intéressait depuis très longtemps au continent africain, pourquoi ce n'est seulement que ces dernières années, il tient une place prépondérante sur le continent africain? Vous savez, le réveil de la Chine, c'est une très longue histoire. Je pense à l'ouvrage d'Alain Perfit, Quand la Chine s'éveillera. Eh bien, le monstre asiatique s'est réveillé. Et quand vous avez une économie de 60 ou 70 millions d'individus, vous n'avez pas les mêmes besoins qu'une économie qui doit assurer la survie d'1,4 milliard d'individus. Alors, plus personne aujourd'hui n'est étonné qu'avec le réveil de la Chine, il se prépare des changements, mais qui vont être beaucoup plus, infiniment plus rapides et plus massifs même que ce que le monde a connu au moment de la révolution industrielle du 19e siècle. Parce qu'en fait, quand vous regardez l'évolution des deux géants, c'est-à-dire la Chine et l'Inde, vous vous apercevez que pour nourrir une telle économie, il faut des matières premières, il faut du potentiel humain, et ça ne manque pas à la Chine. En revanche, les matières premières, puisque la Chine a parfaitement compris, depuis son ouverture à l'économie de marché dans les années 80 sous Deng Xiaoping, elle a fait de l'Afrique l'élément central dans sa stratégie et d'approvisionnement, mais de sécurisation donc de ces sources d'énergie dont on parle, dont elle a cruellement besoin, sans parler de l'eau et de la terre. Oui. Et comme vous le savez, 70% des terres arables non exploitées encore aujourd'hui se trouvent en Afrique. Et leur mise en valeur aidera à nourrir probablement une population planétaire qui va atteindre 9 milliards d'individus en l'an 2050. Et la Chine a parfaitement compris que c'était un point essentiel. Tidiane Ndiaye, vous dites que c'est l'échec du colonialisme français qui a justement engendré cette conquête chinoise. Les deux sont liés. D'ailleurs, vous dites le cheval de Troie des Chinois. C'est leur cheval de Troie. Et ce qui l'a le plus aggravé, c'est le désintérêt du reste du monde, parce que quand même, il faut reconnaître que s'il y a un point positif, c'est que dans cette histoire, dans cette offensive-là, c'est que la vigueur de l'engagement chinois a réussi à mettre un terme au processus de marginalisation de l'Afrique dans le commerce mondial. Pendant que, comme je disais, la plupart des nations occidentales et même quelques nations émergentes se détournaient du continent, la Chine a multiplié par 10 ses échanges avec l'Afrique depuis l'an 2000, ce qui le place aujourd'hui comme son premier partenaire commercial et son principal bailleur de fonds. Et la Chine s'y comporte en prédateur. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que comment 54 nations du continent sont restées, sont pratiquement tous entrés dans son escarcelle. Et c'est cela l'événement en fait de l'arrivée de la Chine. Parce que l'Europe s'est désengagée progressivement en quittant le continent. Et c'est ce geste qui a grandement favorisé la pénétration chinoise de l'Afrique, qui est en train de bouleverser tous les grands équilibres mondiaux aujourd'hui. Et pourtant, John Cooley disait, il mettait en garde contre l'expansion tentaculaire de la Chine communiste en Afrique. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que ils ont une stratégie, comme vous dites, avec la stratégie de la Chine grâce à leur célèbre jeu de Go, ou est-ce que parce qu'ils ont une façon, un principe, c'est donnant, au lieu de dire gagnant-gagnant, ils mettent leur territoire, leur pays accueillant sur le même niveau, la même échelle. Est-ce qu'ils
Le jeu de Go, je pense que c'est une stratégie de pénétration, tout simplement. Si vous voulez imposer vos produits, vous voulez imposer tous les débouchés de votre économie, les produits de votre économie, il vous faut des débouchés. Donc, ces débouchés, vous avez aujourd'hui une science qu'on appelle le marketing. Les Chinois ont une autre façon, une autre approche dans le marketing. Quand ils parlent de gagnant-gagnant, c'est parce que c'est une ancienne colonie. La Chine a subi la colonisation européenne, la présence européenne, la présence japonaise, ce qui a été dramatique pendant le second conflit mondial, etc. Alors tout ceci crée des liens avec le continent noir, des pays qui pendant des siècles ont été sous domination européenne. Donc je pense que leur point de marketing le plus fort qui a permis cette pénétration a été d'utiliser la colonisation occidentale. Il l'appelle d'ailleurs le plus grand méfait de l'histoire, la colonisation occidentale, pour pénétrer en Afrique. Mais quand on regarde, quand on soumet à la loupe ce principe de gagnant-gagnant, on s'aperçoit qu'en fait, non. L'aide chinoise contre matières premières ou contre du pétrole est extrêmement conditionnée, de manière à ne bénéficier en fait qu'aux entreprises chinoises, qui sont généralement des entreprises publiques énormément subventionnées. Mais il n'y a pas de gagnant-gagnant. Et pourquoi justement les colonialistes français, les colons français ont raté? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils proposent les Chinois? Parce que quand même, c'est piller les ressources minières, les ressources naturelles. On entend déforestation, on entend massacre d'éléphants à cause de leur ivoire. C'est bien, vous avez du talent dans vos questions, avec des mots-clés, de comprendre, vous le résumez. Il y a pillage, il y a déforestation, il y a... Mais parce que... Comment arrive-t-il à convaincre alors les présidents? C'est une économie boulimique, un système économique qui a absolument besoin de s'approvisionner. Parce qu'on parle beaucoup de la Chine comme une puissance économique, mais les gens oublient que c'est encore un pays pauvre et affamé. On y compte aujourd'hui 50 millions de riches. Mais ces riches côtoient plus d'1 milliard de pauvres, dont le tiers vit dans le dénuement le plus complet. Aujourd'hui, le revenu moyen par tête d'habitant situe la Chine à la 100e place mondiale. C'est cela qui explique que ce monstre affamé continue à exporter en Afrique. Bon, d'abord, il y a la déforestation, le pillage des ressources premières, etc., dont ils ont besoin, mais ils continuent à exporter en Afrique des produits manufacturés et n'importe que des matières premières et à une dimension jamais connue jusqu'ici. Et ces matières premières doivent servir effectivement de moteur au décollage de leur économie. Alors justement, la Chine, quand même, elle a un mauvais cliché. Ce cliché est les produits sont de mauvaise qualité. Mais justement, je parlais de produits manufacturés à bon marché, mais de qualité extrêmement médiocre. Oui. Et si on fait le bilan, on s'aperçoit que seuls 16 pays africains, qui sont tous exportateurs de matières premières et de pétrole, enregistrent un excédent commercial avec la Chine, alors que les 37 autres restent désespérément déséquilibrés. Et puis, il y a plus grave encore, tout ceci se fait sans transfert significatif de technologie, ce qui empêche l'industrialisation du continent. Et pendant ce temps, la Chine ramasse pratiquement tous les contrats sans véritablement signer, conclure des partenariats avec les entreprises locales, ce qui laisse encore une forte main-d'œuvre dans des pays où le chômage peut toucher jusqu'à 70% de la population, alors que l'Afrique a besoin de véritables stratégies pour enrayer le cycle de la pauvreté. Vous écrivez dans votre ouvrage, et ça m'a paru, j'étais assez étonnée, vous dites que la préoccupation principale de l'Empire du Milieu est la faim. Alors que la Chine connaît plus de 50 millions de nouveaux riches. Oui. Mais il y a 1 milliard de pauvres et il y a une hantise dans ce pays. Sous Mao, au cours de son plan qu'il avait intitulé « Le grand bond en avant », eh bien, on sait aujourd'hui, avec l'ouverture, le pays se libéralise un peu, même si on bâillonne une partie de la presse, il commence à sortir des documents qui nous prouvent la catastrophe qui a eu lieu dans les années 50 sous le grand boom de Mao. 36 millions de morts, c'est énorme.
Ce qui fait que la grande hantise des Chinois aujourd'hui, c'est encore qu'une telle famine se reproduise. Ils ont faim. C'est une puissance, contrairement à l'Occident, qui arrive avec des plans de relance économique tout à fait rationnels. Eh bien, il n'est pas exagéré de dire que les Chinois ont peur d'avoir faim. Alors vous parliez justement de contrefaçon, donc il y a aussi les médicaments, le cosmétique, enfin ils sont les appareils ménagers, bon, dans tout, mais ils apportent aussi quelque chose, ils importent, c'est la prostitution. Ah oui, j'attendais pas cette question. Là, c'est du sexe dumping. Je crois qu'au Cameroun, on n'a jamais vu ça en Afrique. Les prostituées camerounaises ont menacé de faire grève parce que là où elles exigeaient 15 euros, 15 euros c'est l'équivalent de 10 000 francs CFA, eh bien les prostituées chinoises peuvent proposer jusqu'à 3, peuvent descendre jusqu'à 3, voire même 2 euros dans les quartiers populaires. Mais le danger ne réside pas là. C'est que la Chine, comme dans beaucoup de régimes totalitaires, l'information est extrêmement surveillée, distillée. Pendant très longtemps, ils ont refusé, ils ont ignoré totalement le sida, les ravages que provoquait le sida. Pour beaucoup de dirigeants du Parti communiste chinois, le sida n'était qu'un accident amené par quelques touristes, etc. Ce qui fait qu'il n'y a pas un système, un dispositif mis en place pour d'abord pour le dépistage d'une grande partie de la population, à plus forte raison que de cette minorité de prostituées. Alors, elles arrivent en Afrique, on ne sait absolument rien de leur situation sérologique, et certaines ont même posé des questions assez surprenantes à des dirigeants d'ONG. Si ceux qui ont le sida s'étaient marqués sur le fond, vous voyez, le danger se trouve là. Le continent africain est déjà confronté à cette pandémie. Si en plus on importe, on aggrave le danger par ce que j'ai appelé l'empire d'essence noire, eh bien on va à la catastrophe. Dernière question pour cette première partie d'émission. Les Africains sont à peine sortis, bon gré mal gré, du colonialisme occidental. Alors, est-ce qu'ils pourront se sortir du néocolonialisme asiatique? Très bonne question. Parce qu'en fait, la question qui se pose aujourd'hui, qui est là, c'est-à-dire, est-ce que l'Afrique doit s'inspirer d'un pays qui est très peu respectueux de la dimension humaine et de l'environnement, puisque vous parlez de déforestation, etc. Est-ce que l'Afrique doit se prendre aussi pour modèle un régime économique où la contrefaçon représente de 15 à 30% de la production et 8% du PIB? Et il y a aussi un postulat qu'on ne peut pas éviter. Le modèle chinois, le modèle de la réussite économique chinois n'est pas forcément un modèle transposable ailleurs. À mon avis, l'Afrique devrait normalement, en toute lucidité, considérer la Chine comme un partenaire à l'égal de tous les autres. Elle doit pouvoir harmoniser ces différentes coopérations, aussi bien avec les pays européens, les autres pays émergents, qu'avec les États-Unis. À mon sens, ce n'est qu'ainsi qu'elle réussira à éviter que, sortant d'un colonialisme occidental, d'aller se jeter pieds et poings liés au néocolonialisme d'un prédateur aussi affamé et aussi sans scrupules. Voilà la solution. Merci beaucoup Tidiane Ndiaye. Nous passons à la seconde partie de l'émission, Carte sur table. Tidiane Ndiaye, vous avez des cartes devant vous. Choisissez-en une au hasard. J'aime bien ce qui est linéaire et très logique dans la progression. Alors la première. Valet. Alors justement, vous allez voir apparaître une photo dans l'écran. Voilà, c'est la manif pour tous qui s'est déroulée le dimanche 26 mai. Je voulais savoir quelle est votre position sur ce débat, alors que ça a été voté, hein, mais vous, je voulais entendre votre voix. Eh bien, écoutez, je sais que ça va choquer. En Afrique, j'estime qu'on n'est plus dans les années 30 ou même au siècle dernier. La liberté, à mon avis, elle doit être totale. Et il y a des gens qui ont des orientations sexuelles, ce qui les arrange. Est-ce qu'il faut interpréter ça comme une déviation ou comme une perversion ou une menace dans notre société? Moi, je pourrais prendre une position radicale si un jour la science, qui progresse énormément, arrive à nous expliquer pourquoi. Puisque dans la logique de la loi du principe de reproduction de l'espèce humaine, la seule sexualité qui était considérée comme rationnelle jusqu'ici, c'était celle de l'homme, d'un homme
et d'une femme. Mais est-ce qu'avec le décodage du génome humain, on ne va pas découvrir un jour que l'homosexualité n'est peut-être pas un comportement social, mais une dérive biologique? On ne peut pas le savoir. Même Freud s'est cassé les dents sur la question. Il a essayé d'interpréter ça par l'absence d'un complexe d'Oedipe raté. Vous savez, dans cette période de la psychanalyse où le garçon devient forcément amoureux de la mère et devient le concurrent du père. Oui. Plus tard, il cherchera une femme. Pour la femme, on dit complexe d'Électre. Le premier objet d'amour de l'enfant étant la mère, elle devrait être amoureuse de la mère, ce qui est très compliqué chez elle. La concurrence est du côté du père, ce qui fait dire qu'une fille recherche toujours son père plus tard. Exactement. Bon, toutes ces questions sont tellement complexes que ni la psychanalyse ni la biologie n'a pas encore réussi à régler. Je crois que quand on est dans une société qui se dit libérale, qui accepte, qui met au même point les individus et accepte aussi leurs désirs, eh bien, je ne vois pas pourquoi on interdirait aux homosexuels, c'est-à-dire des hommes qui, en fait, ont la volonté de vivre, la volonté de vie commune, de se transmettre un patrimoine et même, pourquoi pas, d'adopter. Ouais. Je peux choquer, mais je suis désolé, c'est ma position. J'estime que c'est de l'intolérance à devoir. D'autant que parmi les manifestants, je crois qu'il faudrait leur rappeler cette phrase du Christ, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Et bien souvent, je suis à peu près certain que parmi, qu'ils soient hommes politiques ou autres, d'autres ont plein de cadavres dans le placard, mais ils préfèrent indexer les autres. Vous voyez. Oui. Voilà. Une autre carte, Tidiane Ndiaye. Alors, la deuxième. Oui, le roi, eh bien justement, nous allons parler de Macky Sall. Est-ce que vous avez, voilà, vous faites souvent le relais, donc Paris, France, Sénégal, vous préférez même profiter du Sénégal. Alors, quelle est la politique? Comment vivez-vous? Moi, j'ai entendu que c'est très difficile en ce moment, économiquement, socialement, au Sénégal. C'est vrai que votre invitation a quelque chose de piège. Je ne prends jamais de position politique, je ne mélange pas les deux. Je vais vous expliquer. Dans mon travail d'anthropologue, j'ai eu très mal pour Cheikh Anta Diop, un homme brillant, un chercheur excellent, mais qui a été mis en quarantaine par une bonne partie du milieu scientifique. J'ai voulu savoir pourquoi, parce qu'il y a des non-dits. Ça, c'est très propre à la civilisation occidentale. J'ai eu à discuter avec deux grandes figures. Celui qui m'a servi de directeur de thèse, malgré son âge avancé, le professeur Claude Lévi-Strauss, oui. Et Yves Coppens, mon collègue paléoanthropologue, oui. Yves Coppens. Pourquoi? Eh bien, ces hommes avaient la même admiration pour Cheikh Anta Diop. Mais il y a des chercheurs, c'est propre à l'Afrique, puisque c'est un continent qui a été dominé. Cheikh Anta Diop ne pouvait peut-être pas faire autrement, c'est-à-dire mélanger recherche scientifique et idéologie, ou même certains diront, et activisme politique. Parce qu'on part du principe que les deux ne font pas bon ménage. Voilà pourquoi jusqu'ici j'évite personnellement de me lancer dans cette voie. En revanche, cette question, l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, c'est à mon avis un point essentiel dans l'histoire de l'Afrique. Je ne parle pas de l'histoire du Sénégal. Parce que moi je ne l'ai observé que sous... Bon, j'avais une première observation déjà. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé, le système de corruption. J'ai une nièce qui n'a que 12 ans. À un moment, dans la discussion, elle m'a sorti une phrase en wolof qui veut dire « Khalis, ken du ko liggéey, dañ koy lijjanti ». Ça veut dire que l'argent ne se gagne pas par le travail, ça se magouille. C'est grave. Sous le régime précédent, il semblerait que c'est ce qui se passait. Des hommes qui étaient de petits instituteurs ou un professeur avec un salaire relativement modeste et qui peut devenir milliardaire du jour au lendemain et personne n'a de compte à lui demander. Apparemment, c'est ce qui se passait. Et quand cet homme est arrivé, Macky Sall, je pense qu'il a un mouvement derrière lui. On l'accuse pourtant, puisqu'il a servi le régime précédent pendant une dizaine d'années, je crois, de s'être aussi enrichi. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui a été important, et qui fera date, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, toutes les analyses que je faisais aujourd'hui, depuis les indépendances, 50 ans d'indépendance, un continent n'arrive pas à décoller. La Corée du Sud, qui était à peu près au même niveau que nous, a rejoint le club pratiquement des nations les plus développées. Et les pays africains, tout le monde sait ce qui plombe les économies africaines. La corruption, les détournements de deniers publics, les magouilles, etc. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, un homme a été élu avec un régime
et qui a dit « Je veux un audit, c'est-à-dire je veux un état des lieux de ce que je trouve ici. Et si je trouve des détournements de fonds et je trouve les coupables, et il ne dit même pas « je trouve les coupables », parce que j'aime bien ce discours, quand il dit « la justice agira ». Ça veut dire qu'il a la ferme intention de laisser la justice faire son travail, avec un procureur remarquable que j'ai pu observer à la télé, et qui se dit, quel que soit l'individu, attention, sans rien présumer de l'innocence ou de la culpabilité des gens qui sont en ce moment mis en cause. Toujours est-il qu'il y a un début. Et ce début, ce sera l'arrivée de ce pouvoir qui a dit, messieurs, vous allez comprendre que quand vous êtes élus, ce n'est pas pour vous servir, pour se servir, mais pour servir votre nation. Tous ces milliards qui sont partis, vous allez devoir nous expliquer où c'est passé, pour qu'à l'avenir, tout dirigeant, et ça va bien au-delà du Sénégal, que tout dirigeant qui sera là saura qu'il rendra des comptes à son départ. Moi, je ne retiens que cela. Je n'entre pas dans son programme économique, etc. Je ne m'intéresse pas à la politique, je n'y ai jamais touché. Mais je dis que tout intellectuel, observateur de ce qui s'est passé au Sénégal dernièrement, c'est qu'avec Macky Sall, avec son pouvoir, on prend date aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ce qu'il est en train de faire, c'est important pour le continent africain, pas seulement pour le Sénégal. Parce que je me demandais à quel moment ma nièce de 12 ans, qui accepte qu'un individu puisse être milliardaire, que l'argent ne se travaille pas. Ça se magouille. Eh bien, c'est ce que je pense. Ça va déplaire sans doute. Tant pis, je ne cherche pas à plaire. Oui, alors merci beaucoup pour cette deuxième partie d'émission. Nous allons passer justement au coup de cœur. Alors Tidiane Ndiaye, je vois le livre, ce fameux coup de cœur, André Malraux. Oui, La condition humaine. En fait, c'est un livre qui a fait date. Oui, on parlait tout à l'heure à l'écran de choses qui faisaient date. Alors pourquoi ce choix? La condition humaine. En fait, c'est deux ouvrages qui m'ont marqué. La condition humaine de Malraux et Le zéro et l'infini d'Arthur Koestler. Mais malheureusement, je l'ai lu il y a une trentaine d'années, je n'ai pas réussi à le retrouver dans ma bibliothèque. Alors pourquoi? Pas tellement l'œuvre, mais les hommes qui sont derrière. J'aime bien ceux qui sont capables de mettre leur vie au bout d'un fusil pour défendre leurs idées. C'était le cas de Malraux. Quand il a écrit La condition humaine, c'était dans son optique de l'existentialisme de l'époque, c'était pendant la révolution chinoise. Il a compris qu'à partir du moment, le geste de Mao, on a dit, nous avons accepté, il rejoint Camus, puisque ce sont des existentialistes quelque part, dans la révolte de Camus. À partir du moment où un individu se dit, ça suffit, nous avons suffisamment supporté cela, et que cet individu a été capable de mettre sa vie au bout d'un fusil en entraînant des individus, il est devenu maître de son destin. Et ce sont des hommes comme ça qui ont fait de l'histoire. Le deuxième, qui est Arthur Koestler, nous décrit l'univers concentrationnaire sous Staline, celui qu'il appelle le numéro 1 dans l'ouvrage. Et ce citoyen Roubachoff, qui nous décrit comment des idées peuvent être belles au début, puisque là je le comprends. J'ai été à l'école française, j'ai fait mienne ces idées, celles qui sont issues de l'époque des Lumières. Eh bien, Arthur Koestler, c'était la même chose. Il nous décrivait cette belle idée de la révolution d'octobre 1917 et qui s'est très très mal terminée avec Staline. C'est-à-dire qu'on chasse un régime monarchique comme celui du tsar, le dernier... C'est Staline ou Lénine? Non, le dernier, des grands de la Révolution, des grands compagnons de la Révolution, ça a été Staline, puisqu'il a éliminé tous les autres. Non, parce qu'on parlait de 1917, j'ai cru que c'était... Octobre de 17, les premiers compagnons, c'est Lénine, c'est Léon Davidovitch Trotsky, c'est Zinoviev, mais tout ça, après la mort de Lénine, c'est Staline qui a repris le pouvoir. Et tout ce qu'il a fait par la suite, c'est ce que nous décrit, en fait, Arthur Koestler dans Le zéro et l'infini. Le zéro, l'homme qui est pourtant infini, a été ramené à un zéro avec ces fameux procès de Moscou, les procès de Prague, qui ont totalement trahi les idéaux de Lénine, les idéaux premiers. Eh bien, finalement, il nous démontre simplement que l'histoire est un éternel recommencement, parce qu'on a l'impression, en lisant Le zéro et l'infini, de voir le glacis, les 20 millions de morts qui sont passés par les goulags sous Staline, alors que l'idée était de libérer l'individu, pas d'en faire un zéro, mais d'en faire une entité infinie. Eh bien, c'est la répétition de la Révolution française, tout simplement.
l'idée était bonne au départ. On a voulu écarter un pouvoir qui était désigné simplement sur le privilège de la naissance. Vous voyez, quand ces députés se sont enfermés dans le jeu de paume et qu'on lui pose la question à Mirabeau, mais pourquoi lui a-t-il cette position radicale? Qui est-il? Vous voyez sa réponse, il ne s'est donné que la peine de naître. Vous voyez, on part d'une idée du mérite par la naissance, qui est totalement contre nature, au mérite individuel. Eh bien, vous avez vu ce qui s'est passé avec le comité de salut public. Après, la Révolution se nourrit de ses enfants. Eh bien, le dernier qui a été guillotiné, ça a été pratiquement Robespierre. Et pourtant, c'est lui qui a envoyé des hommes remarquables comme Camille Desmoulins, qui était un humaniste, qui voyait le bonheur de la France. Ensuite, Georges-Jacques Danton, et Danton les avait prévenus qu'à force de jouer avec la vie des autres, à force de décevoir les aspirations des peuples, vous mettrez ma révolution entre les mains d'un militaire qui revendique, eh bien, je m'arrête là. On a vu l'arrivée de Bonaparte, l'Empire, ce que ça a donné. Oui. Et pourquoi j'admire donc ces hommes? Je pense que s'ils ont écrit sur ces thèmes-là, c'est qu'ils étaient capables d'aller sur le terrain. C'est ce qu'a fait Malraux pendant la révolution chinoise. C'est ce qu'il a fait en Espagne. Du côté de chez Gallimard, je vais souvent prendre un café à un endroit où il allait pour recruter des hommes, des combattants qui allaient le suivre en Espagne pour sauver la démocratie. Eh bien, Arthur Koestler a un point commun avec moi. C'est une page de ma vie que très peu de gens connaissent. Comme d'autres écrivains de Gallimard, je pense à Blaise Cendrars, à Jean Genet, donc Arthur Koestler, ont tous servi dans une unité d'élite qui s'appelle la Légion, les Bérets Verts. Voilà, dans ces forces spéciales. Et quand je lis l'homme, je vois à peu près qu'il a été capable de mettre sa vie au bout d'un fusil pour aller dans les idées. Alors qu'on a affaire très souvent à des intellectuels qui nous bombardent de grands mouvements d'esprit sans aucune tradition concrète, mais quand l'action se présente, ils se défilent. Voilà pourquoi c'était mon coup de cœur. Merci beaucoup Tidiane Ndiaye, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le jaune et le noir, édition Gallimard, collection Continent Noir. Merci beaucoup, bon retour. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, au revoir et à bientôt.